Le tout électrique est-il forcément l'avenir de l'industrie automobile? On en débat avec Paul Barocas, bonjour. Bonjour Thomas. Directeur marketing de Skoda France, et Solal Bodbol, bonjour. Bonjour. Fondateur de BIV. BIV, c'est un comparateur, c'est ça, un expert indépendant de la voiture électrique? Alors on va un peu plus loin que ça. On a un service qui accompagne les clients pour faciliter leur accès aux véhicules électriques. Du coup, on les accompagne tout au long de leur projet en centralisant toute l'information, en proposant des offres de véhicules électriques multimarques, des solutions d'installation de bornes de recharge à domicile, en copropriété ou en entreprise, et également de les aider sur comment est-ce qu'on bénéficie de ces aides opérationnellement de la région, etc. Donc c'est un interlocuteur pour tout le projet. Ouais, c'est sur toute la ligne du projet. Paul Barocas, Skoda sort cette année, au mois de mai, c'est ça, son premier SUV électrique baptisé Enyaq. Quelles sont ses caractéristiques? Tout d'abord, déjà, un véhicule qui est beau, ce qui prouve qu'on peut lancer des véhicules électriques avec un design extrêmement affûté. Très bien équipé, avec bien évidemment toutes les aides à la conduite. Et puis, bien sûr, ce qu'attendent les clients. Les clients, aujourd'hui, parmi les principaux freins, c'est l'autonomie. Voilà. Et donc, ce véhicule, officiellement, en norme WLTP, il faut le préciser, pour aller jusqu'à 534 km. 534 km. Ça suppose quel poids de batterie? Parce que souvent on se dit, bon, il faut passer au tout électrique. 2040, il n'y aura plus de véhicules thermiques peut-être même avant, en vous voyez France. les Peut-être débats. même avant, parce qu'il y a pas mal de... Et puis il y a des entreprises qui se positionnent pour être prêts avant, évidemment. Mais un SUV, ça pèse lourd. Il faut quel poids de batterie pour avoir une telle autonomie, quoi? Oui, alors votre question est vraiment très importante parce qu'on pourrait décider d'avoir des véhicules avec des autonomies bien plus importantes. Sauf qu'à ce moment-là se pose la question de est-ce qu'on transporte des batteries ou est-ce qu'on transporte des personnes et bien sûr les bagages. Bon, globalement, pour un véhicule comme Enyaq, il faut compter environ 300 kg de batterie. Donc c'est vrai que c'est un poids plus important. Bon, en même temps, l'aérodynamique est extrêmement travaillée. Les ingénieurs ont fait du bon travail sur le sujet. Et aujourd'hui, 534 km d'autonomie, en réalité, vous avez beaucoup de véhicules thermiques qui ont cette autonomie. Donc je dirais que bon, la question qui va venir après, c'est combien de temps faut-il pour recharger ou pouvoir effectivement avoir une autonomie additionnelle lorsqu'on part en voyage. Mais en tout cas, le gouvernement, vous l'avez noté la semaine dernière, a une nouvelle fois insisté sur le souhait d'avoir 100 000 bornes de recharge à la fin de l'année partout en France. Donc c'est un challenge ambitieux, mais de toute façon, c'est par là que ça va passer également. Oui, parce que ça suppose aussi des infrastructures, cela, le Bodbol. C'est l'enjeu de l'électrification de l'industrie automobile, c'est ça aussi. Oui, exactement, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de voiture électrique, on parle forcément de bornes de recharge. Donc, s'il n'y a pas de voiture électrique, il n'y a pas de borne. S'il n'y a pas de borne, il n'y a pas de voiture. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce qu'aujourd'hui, la plupart, pardon de vous interrompre, la plupart des utilisateurs de voitures électriques, ils rechargent chez eux. Oui, pour la plupart, oui. Pour la plupart. Ouais, donc 80% des cas. Ouais. Et ils font 40 km. Et ils font 40 km en jour. moyenne. Ouais, du coup, voilà, un véhicule qui a un peu plus de 500 km d'autonomie en norme WLTP, ça va suffire quand même pour des usages quotidiens. Et après, il faudra se surcharger en itinérance quand les personnes elles vont 2-3 fois en vacances dans l'année et qu'elles font de la route. Oui. Quand je pose la question, le tout électrique est-il forcément l'avenir de l'industrie automobile? Vous répondez quoi, Solal? Moi, je réponds que oui. C'est un peu votre business, mais bon. Non, en dehors du fait que ce soit le business, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même des politiques qui sortent le véhicule diesel des villes et des véhicules essence. Donc pour les véhicules diesel en 2025 dans toutes les zones ZFE, en 2030 pour tous les véhicules thermiques. Les zones ZFE, en fait, donc c'est les zones à faible émission. On remarque qu'il y en a quand même beaucoup. C'est la métropole du Grand Paris, du Grand Lyon, etc. Donc il y a beaucoup. Et c'est la même chose partout en Europe. C'est exactement les mêmes problématiques. Il n'y a pas d'alternative. L'hydrogène, par exemple, c'est pour l'instant pas une alternative. L'hydrogène, je pense que vous pourrez peut-être un peu mieux en parler. On voit que l'hydrogène, même les constructeurs, ils y allouent là beaucoup moins de budget en R&D, etc. Donc on n'a pas... Il n'y a pas tendance à voir qu'il y ait une volonté d'aller vers l'hydrogène. Ça, c'est une vraie question. L'électrique a beaucoup d'avance sur l'hydrogène. Ça, c'est le constat. Et oui, après, en fait, la question, c'est pourquoi. Oui, tous les constructeurs travaillent bien évidemment sur l'électrique depuis un peu plus longtemps, mais également sur l'hydrogène. Mais je dirais que la question de l'hydrogène, pour l'heure, d'abord se pose des problèmes d'infrastructure, de sécurité. Et puis, quel intérêt
d'avoir de l'hydrogène si c'est de l'hydrogène carboné. Donc il faudrait pousser la logique jusqu'au bout et que ce soit un hydrogène produit effectivement avec une... Mais on peut dire la même chose pour l'électricité. Je sais pas, en Chine ou en Pologne, l'électricité elle est d'abord produite par du charbon, enfin par des industries à charbon. Oui, alors c'est vrai qu'en fonction des pays, et on a la chance en France, c'est navré, je sais que ce débat peut encore susciter beaucoup d'émotions, mais c'est vrai qu'en France, le fait que l'énergie électrique soit produite par les centrales nucléaires amène un bilan global qui est le meilleur en Europe. Donc on a, là sur ce sujet, on peut le dire, on a cette chance-là, et je ne veux pas du tout rentrer dans le débat du nucléaire, etc. Ce n'est pas le propos, c'est juste, ce sont des faits. Mais c'est vrai que l'hydrogène, on y viendra également, mais en tout cas en ce qui concerne le groupe qui m'emploie, on y travaille, mais dans une solution effectivement de production de cet hydrogène de manière totalement décarbonée. Et on n'y est pas aujourd'hui. Ouais. Dans les critiques qui peuvent être émises sur le tout électrique, il y a la question des matières premières qui sont nécessaires pour fabriquer les batteries, ces fameuses terres rares. Et c'est vrai que ça plombe le bilan carbone des véhicules électriques aujourd'hui. Oui, je sais bien que ces débats sont sur la table et de toute façon, il ne faut pas les cacher. Oui, parce que ça ne sert à rien de se lancer dans une nouvelle filière si on n'a pas questionné son bilan carbone, puis l'objectif, c'est de faire baisser le bilan carbone de l'industrie auto. Oui, absolument. Et de toute façon, ces débats doivent avoir lieu. Il n'y a pas de sujet tabou. Il faut pouvoir en parler de manière totalement libre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'encore une fois, en France, parce qu'il y a ce bilan énergétique et cette filière d'approvisionnement nucléaire, c'est que c'est le pays en Europe où finalement, quels que soient les cas de figure, et pas simplement Skoda Enyaq, quels que soient les véhicules électriques vendus en France, en réalité, le bilan est bien meilleur dans tous les cas que le bilan thermique. Ensuite, vous changez de pays en fonction de leur choix de production énergétique. L'Allemagne, par exemple, a quelques centrales à charbon, c'est déjà moins bon. Bon, je ne vais pas faire ici le procès d'autres pays. C'est sûr que vous allez en Pologne, c'est encore moins bon. Vous allez en Chine, c'est encore moins bon. Bon. Mais je crois que pour arrêter ces débats, il y en aura de toute façon, et moi je ne suis pas scientifique. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que de toute façon, cette transition énergétique, c'est une réalité maintenant, on y va. Donc il y a la demande des consommateurs qui s'accélère, il n'y a qu'à voir les faits de la seule année 2020, et puis il y a la pression des politiques. Et c'est vrai qu'en cette matière, c'est aussi bien que les politiques appuient sur le champignon. Ouais. Je reviens à la question des batteries. Solal Bodbon, le recyclage des batteries, ça aussi c'est un enjeu de l'industrie automobile d'aujourd'hui et à venir. Est-ce qu'on peut progresser sur le recyclage des batteries entre ce qui existe aujourd'hui et ce qu'on peut imaginer à l'horizon 2030 ou 2040 ? Oui, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a le recyclage des batteries qui peuvent être utilisées pour aussi produire de l'électricité verte, notamment parce que voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a aussi une infrastructure de panneaux photovoltaïques qui est quand même assez faible en France, donc elles pourront servir à stocker cette énergie-là et la redistribuer au véhicule la nuit pour recharger son véhicule. Après, je pense aussi que par rapport à cette décarbonisation, dans l'ère des choses, je pense que voilà, arriver à 500 km d'autonomie, c'est déjà un très bon exercice. Je ne pense pas que, par exemple, un véhicule type une Renault Zoé, des petites citadines, auront pour vocation à faire 600-700 km d'autonomie. Parce qu'encore une fois, il faut que ça réponde à un besoin qui est en face. Donc je ne pense pas non plus qu'on aille faire la course dans les 15-20 années à venir sur quel est le véhicule qui a toujours plus d'autonomie. Qu'est-ce qu'ils recherchent, vos clients, prioritairement, quand ils font le choix de passer à l'électrique ? De la simplicité, parce qu'aujourd'hui, passer d'un véhicule thermique à un électrique, c'est quand même une révolution. C'est un changement de paradigme total. Il y a plein de nouvelles questions qui viennent se poser. Voilà, on réserve en kilowattheure, en monophasé, en triphasé. Pour les personnes, c'est un peu du chinois. Et du coup, elles cherchent vraiment des interlocuteurs de confiance qui peuvent les rassurer vraiment dans leur achat et les accompagner dans leur projet pour bien le réussir. En termes de coût, il n'y a pas photo de coût à l'utilisation, hein. Ça, c'est une évidence. Ouais. C'est quoi les ratios rapport, les ratios pour un coût à la recharge, donc les coûts en carburant, vous êtes à peu près à 2 € les 100 km en électrique, quand sur un véhicule thermique, donc diesel ou essence, vous êtes entre 7,50 € et 11 €. Donc vous diminuez vos frais de carburant par 4. Et après, sur le coût à l'entretien, sur un véhicule électrique, vous avez à peu près une quarantaine de pièces mécaniques, alors que sur un thermique, vous en avez 10 fois plus. Oui, donc l'entretien du moteur, l'entretien de la voiture est moins coûteux. Exactement. D'accord. Si on revient sur l'impact carbone, le cycle de vie d'une voiture, en fait, plus on utilise une voiture électrique, plus on va améliorer son bilan carbone. Oui, absolument. Absolument. C'est une évidence. D'abord, c'est une loi, j'allais dire, mécanique. Mais encore une fois, je sais peut-être, j'ai l'impression d'insister là-dessus, mais
Il y a ces effets d'extraction, mais de l'extraction jusqu'à la production et au recyclage. En France, nous pouvons quand même nous satisfaire d'avoir un bilan carbone qui sera bien meilleur. Ouais. Mais là, Par rapport à n'importe quel produit thermique, quelles que soient les marques ou les modèles. Mais on est dans un mouvement qui dépasse la France. La bascule de l'industrie automobile vers l'électrique. Oui, absolument. Est-ce qu'on a fait cette bascule un peu trop vite? C'est-à-dire, peut-être, je vais mettre les pieds dans le plat, peut-être plus pour des raisons idéologiques que vraiment pour des raisons environnementales. Bon, écoutez, encore une fois, le poids du politique a été extrêmement fort, que ce soit par des décisions, lors de grandes conférences, que ce soit par des incitations fiscales. Et c'est vrai, on sait qu'en France particulièrement, les acheteurs peuvent être extrêmement sensibles à cela. Et c'est ce qui se passe. Encore une fois, en 2020, le marché a très fortement progressé, poussé par ces incitations. Les constructeurs ne seraient pas allés aussi vite. Il n'y aurait pas eu le choix politique. Écoutez, de toute façon, ça fait très longtemps qu'on travaille sur l'électrique, mais il faut le reconnaître. C'est vrai que la pression politique, la pression des municipalités, la pression, effectivement, des mouvements consuméristes, des associations de protection de l'environnement, mais finalement, tout ça, il faut le voir de manière positive. Cette manière ce débat qu'il y a eu a poussé, effectivement, à cette disruption. Écoutez, de toute façon, il faut aussi le reconnaître, ce sont des investissements qui sont extrêmement coûteux pour les constructeurs automobiles, quels qu'ils soient. Et vous voyez d'ailleurs des informations peuvent fleurir toutes les semaines, qui plus est après l'année 2020 qui a été très difficile. Donc il faut financer cette transition, c'est très coûteux, mais la voie est là. De toute façon, on ne reviendra pas en arrière. Et juste pour terminer là-dessus, aujourd'hui, et je reviens sur cette remarque sur l'autonomie, je crois que ce n'est pas le bon débat parce que de toute façon, les batteries vont beaucoup s'améliorer, les points de recharge vont se multiplier. Donc c'est vrai que demain, d'insister sur une autonomie à 500 ou 600 km, ça n'aura plus lieu d'être. En réalité, ce qui vous importe, c'est le temps que vous allez mettre à recharger pour terminer votre trajet. Et donc ça va considérablement se réduire. De 40 minutes, on estime... D'ailleurs, il y a une start-up israélienne qui promet aujourd'hui des temps de recharge ramenés à 5 minutes. Or, 5 minutes, c'est plus ou moins ce que vous mettez pour faire votre plein. Pour faire le plein. Donc, merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à Merci pour votre débat. invitation. Tout de suite, la start-up du jour, on porte un t-shirt solidaire.